Uri et von der Groeben qui ont fait ce qu'on appelle le rapport Spaak. Ils ont été envoyés pendant 1 mois ou 2 sur la Côte d'Azur et à 2, ils ont fait ce rapport. Et alors là, encore une fois, c'est le miracle franco-allemand. Parce que Uri était on ne peut plus français, on ne peut plus imaginatif, on ne peut plus bavard, on ne peut plus riche d'idées. Et von der Groeben était le Prussien, réaliste, très germanique, certainement d'une famille de militaires. Et curieusement, l'alliance de ces 2 formes d'esprit totalement opposées a donné ce rapport Spaak qui est un chef-d'œuvre et qui lui-même a dicté le traité de Rome. Ein Berliner. All that as you like. It is complete. I have a dream. La fin de la Seconde Guerre mondiale laisse les pays européens dans une situation économique dramatique. Face à l'hégémonie grandissante des 2 superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS, l'Europe doit se reconstruire et tenter de retrouver une place de premier plan sur la scène internationale. L'incroyable réconciliation entre des pays divisés par 2 guerres mondiales successives est en train de se préparer. Le 25 mars 1957, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie se réunissent à Rome pour signer 2 accords. La CEE, Communauté économique européenne, et la CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. Les débuts officiels de l'Europe commencent timidement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, grâce à des hommes politiques devenus célèbres, mais aussi grâce à des hauts fonctionnaires malheureusement moins connus. 50 ans plus tard, 28 pays font désormais partie de l'actuelle Union européenne, tandis que d'autres attendent toujours à la porte. La fin de la Seconde Guerre mondiale conduit à de nombreux bouleversements qui modèlent le monde pour de longues années. C'est à la fois des pertes humaines colossales, c'est la première fois dans l'histoire qu'un tel cataclysme survient. C'est une Europe aussi qui est écrasée sous les bombes, que celles-ci aient d'abord été les bombes allemandes et puis les bombes alliées. C'est un champ de ruines épouvantable. C'est aussi une tension qui n'a pas cessé de croître au fil des semaines et des mois à partir de 1944-1945 entre les alliés occidentaux et les soviétiques. Et donc il est bien évident que des craintes sont formulées de façon très explicite, notamment par les Britanniques, mais aussi par les Américains, quant à la menace soviétique potentielle. Le 26 juin 1945 est signée la Charte des Nations Unies, donnant naissance à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies qui remplace l'ancienne Société des Nations ou SDN, moribonde et officiellement dissoute le 18 avril 1946. 5 membres permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS, la France et la Chine, s'imposent comme les grandes puissances de l'après-guerre. La perte d'influence sur la scène internationale des grandes démocraties d'Europe occidentale, France, au Royaume-Uni et Belgique notamment, donne un nouveau souffle aux mouvements indépendantistes au sein de leurs empires coloniaux et par extension dans quasiment tous les pays africains et asiatiques. La création de l'État d'Israël, l'indépendance de l'Inde et de l'Indonésie, la guerre d'Indochine ouvrent la voie au nationalisme et à un vaste mouvement de décolonisation à l'échelle mondiale. Dès 1946, l'antagonisme entre les 2 grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, divise le monde en 2 grands blocs d'influence. L'Europe est elle aussi partagée en 2, de part et d'autre, de ce que Churchill baptise le rideau de fer. La peur du communisme conduit au rapprochement des puissances occidentales européennes.
De plus, afin de constituer un rempart contre le bloc de l'Est, les États-Unis décident de s'investir davantage en Europe. C'est le lancement du plan Marshall. Le plan Marshall tire son nom du général George Marshall, secrétaire d'État du président Truman, qui l'expose dans un discours prononcé le 5 juin 1947 à Harvard. That if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we are endeavoring to put forward here. Thank you. Son objectif est de lutter contre la faim, la pauvreté, les inégalités sociales et de relancer les économies pour rebâtir l'industrie des pays ayant souffert de la guerre. Le gouvernement américain a fait un très grand effort budgétaire pour subventionner en quelque sorte l'économie européenne ou par des crédits à très bas taux. Et avec cela a permis ou à faciliter en fait la reprise économique en Europe. Et c'était vraiment des très bonnes analyses en fait de la part des politiques américains. Et c'était un effort, je crois que c'était même à hauteur de 5-6% du produit national brut américain à cette époque. Donc aujourd'hui, le budget européen, c'est 1% de la richesse européenne. Donc il faut aussi parfois mettre en perspective en fait l'effort fourni par les États-Unis au niveau financier après avoir fait un effort au niveau humain pour délibérer l'Europe du nazisme en fait. En théorie, tous les pays européens sont concernés, y compris ceux du bloc de l'Est et même l'URSS. Les États-Unis proposent donc une aide matérielle en dollars. Le deuxième élément qui est fondamental est de s'adresser aux Européens en leur disant « l'aide que nous sommes disposés à vous fournir doit faire l'objet d'une concertation ». Les États-Unis poursuivent cependant un objectif sous-jacent, celui de contenir l'expansion soviétique en Europe. En effet, plus les démocraties occidentales seront fortes, moins elles auront de chances de se tourner vers le communisme. Conscient de cet état de fait, l'URSS quitte la table des négociations le 2 juillet 1947, déclarant que le plan Marshall porte atteinte à la souveraineté des États concernés. Pour contrer l'initiative américaine, une organisation d'entraide économique entre plusieurs pays du bloc communiste, le Comecon, voit le jour en avril 1949 sous l'impulsion des Soviétiques. Les années suivantes, l'aide américaine afflue dans les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment sous la forme de dons, et participe au renouveau économique des années 50. En avril 1948, les bénéficiaires du plan Marshall fondent l'Organisation européenne de coopération économique, afin de répartir les crédits accordés par les Américains. L'OECE, qui sera remplacée au début des années 60 par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, permet pour la première fois le renforcement de la coordination économique entre les pays européens, jetant les bases de la future communauté européenne. S'il n'y avait pas eu cette OECE poussée par les Américains, on n'aurait pas construit l'Europe. Parce qu'on a commencé à se parler à partir de 1947, 1948, quand on a dû se partager l'aide américaine. Les débuts de la guerre froide créent un climat de tension particulièrement inquiétant entre les États-Unis et l'URSS. Les tractations d'après-guerre, le blocus de Berlin, le coup de Prague, la guerre de Corée sont autant d'occasions de crise et d'affrontements indirects. Peu à peu, tous les pays se regroupent sous la bannière de l'un ou de l'autre des deux super grands. Seuls les pays arabes et islamiques demeurent dans une neutralité relative. Dans un tel contexte, les pays européens cherchent une reconnaissance nouvelle sur la scène internationale. Face aux deux superpuissances, se rapprocher pour constituer une entité supranationale forte, tant économiquement que politiquement, semble rapidement la meilleure solution. Tandis que l'OSCE faisait l'objet de ces tentatives d'organisation politique, l'on avait malgré tout commencé à une beaucoup plus petite échelle. Et c'est le pacte entre la France et la Grande-Bretagne, c'est le pacte de Dunkerque de 1947. Et puis c'est le traité de Bruxelles de mars 1948, où l'on retrouve de fait la Grande-Bretagne,
les 3 de Benelux, c'est-à-dire les 3 petits, la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, et la France. Et à 5, l'organisation qui naît de ce traité de Bruxelles est en fait l'Union de l'Europe occidentale. Le pacte de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 entre la France, le Royaume-Uni et le Benelux, destiné à resserrer leurs liens économiques, culturels et militaires, constitue à cet égard une première étape dans la longue marche vers une Union européenne. En réponse au blocus de Berlin, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus communément appelée OTAN, est créée en avril 1949 par les États-Unis, le Canada et leurs alliés européens, France, Royaume-Uni et pays du Benelux. Bientôt rejoint par la plupart des démocraties d'Europe occidentale, l'OTAN promet une assistance mutuelle en cas d'agression et une livraison d'armes par les États-Unis à tous les pays qui en feront la demande. Bien que composée majoritairement de pays européens, l'OTAN est cependant entièrement dépendante des Américains, principaux fournisseurs des moyens de défense et de leur financement. Quelques semaines seulement après la signature du pacte atlantique le 5 mars 1949, est fondé à Londres le Conseil de l'Europe, avec pour objectif de favoriser sur le continent un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme. Gentlemen, we are met together now for the ceremony of signature of the Statute of the Council of Europe. Cette nouvelle institution est composée de 2 organes principaux, le Conseil des ministres, qui regroupe les représentants des gouvernements, et une assemblée consultative établie à Strasbourg et formée de délégués désignés par les parlements nationaux. Cependant, certains Européens convaincus, parmi lesquels les Français Jean Monnet et Robert Schuman, veulent aller plus loin. Ils estiment que la recherche de l'unité de l'Europe occidentale doit passer par la résolution du contentieux franco-allemand. Robert Schuman lui est revenu d'une conférence internationale et lui a dit voilà, il faut absolument qu'on arrive à trouver une idée pour faire un projet franco-allemand. Il a demandé à Jean Monnet de réfléchir à ce sujet. Quelque temps plus tard, Jean Monnet lui a rendu un projet extrêmement original puisque c'était une délégation de souveraineté. La France et l'Allemagne et d'autres pays perdaient une partie de leur pouvoir au profit d'une haute autorité. Clapier a donné ce dossier à Robert Schuman, qui est parti en week-end et qui, pendant tout un week-end, y a réfléchi. Revenant le dimanche soir sur le quai de la gare, il lui a dit « on signe, on y va ». Et c'est voilà, l'origine du plan Monnet. C'est dans cet esprit que le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères depuis 1948, présente un plan visant à la création d'un organisme supranational chargé de contrôler la production franco-allemande de charbon et d'acier. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Elle reçoit l'assentiment de 4 autres pays, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La Grande-Bretagne reste à l'écart de l'organisation. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait procéder autrement. Et c'est là la proposition révolutionnaire de Robert Schuman, faite au Quai d'Orsay, avec Jean Monnet comme aspirateur et à ses côtés, et qui a proposé aux Allemands, mais aussi aux autres, de faire la communauté acier-charbon. La vraie originalité, il faut le dire, c'est le discours de l'horloge. Robert Schuman a convoqué les journalistes, ils ne savaient pas pourquoi, et là, on leur a annoncé qu'il y avait un projet de communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire que la France allait perdre une partie de sa souveraineté sur le charbon et l'acier, qui sont très importants pour tout ce qui est armement, et que la France allait déléguer le pouvoir à une haute autorité européenne sur ces sujets.
Le traité de Paris du 18 avril 1951 crée la CECA, ou Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ses signataires en sont Robert Schuman pour la France, Konrad Adenauer pour la République fédérale d'Allemagne, Paul van Zeeland et Joseph Meurice pour la Belgique, le comte Carlo Sforza pour l'Italie, Joseph Beck pour le Luxembourg, Dirk Sticker et Jean van den Brick pour les Pays-Bas. Ces personnalités, de même que le français Jean Monnet et l'italien Alcide de Gasperi, peuvent à juste titre être considérés comme les pères de l'Europe. Le traité de Rome, ce sont d'abord des initiatives, là aussi, de ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe. C'est-à-dire de grands Européens convaincus que seule la discussion, seul le rapprochement entre les puissances et les États européens pourra créer un espace de paix. Les institutions du nouvel organisme regroupent la haute autorité siégeant à Luxembourg, le Conseil des ministres, une assemblée et une cour de justice. Elles sont officiellement instituées le 24 juillet 1952, permettant le lancement effectif du pool charbon-acier. Le 10 février 1953, Jean Monnet est élu président de la CECA. La réussite de la CECA incite certains Européens à vouloir aller plus loin. L'idée se fait jour d'autoriser le réarmement de l'Allemagne, en intégrant ses divisions dans une véritable armée européenne. Celle-ci serait placée sous le contrôle d'une autorité supranationale sur le modèle de celle créée pour la CECA. Le 27 mai 1952 est signé à Paris le traité instituant la CED, la Communauté européenne de défense. Les gouvernements des 6 pays de la CECA sont partie prenante de l'accord. Mais pour entrer en vigueur, la CED doit impérativement être soumise au vote des parlements des pays concernés. Or, la possibilité d'un réarmement allemand provoque l'hostilité de nombreux parlementaires français. Et le 30 août 1954, le Parlement français refuse à 319 voix contre 264 de ratifier le projet de la CED après plus de 2 ans de discussion. Ce vote porte un coup d'arrêt, du moins temporaire, à l'idée d'une défense européenne commune. La CED avait suscité dans tout le pays un débat passionné. Ceux qui étaient hostiles et qui entendaient que la France conserve la maîtrise de son armée ne voulaient pas entendre parler de la communauté européenne et en même temps ils ne voulaient pas, même sous cette forme, accepter le réarmement de l'Allemagne. Alors ces deux arguments, l'un renforçant l'autre, font qu'on a abouti à ce vote désastreux. Désastreux parce qu'à partir de ce moment-là, l'Europe s'est développée, mais elle s'est développée dans le domaine économique et on n'a jamais rattrapé l'occasion perdue de la communauté européenne de défense et il n'y a toujours pas de défense européenne aujourd'hui. La question du réarmement allemand trouve une solution en octobre 1954 avec l'élargissement du pacte de Bruxelles à 2 nouveaux membres, la RFA et l'Italie. L'Union de l'Europe occidentale, ou UEO, est ainsi créée, tandis que les forces militaires des 6 États membres de la CECA et du Royaume-Uni sont intégrées dans l'OTAN. En juin 1955, Jean Monnet, président de la haute autorité de la CECA, démissionne. Réunis à Messine, en Italie, pour choisir son successeur, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays membres de la CECA décident de poursuivre la construction européenne par la création d'un marché commun élargi à toute l'économie et à la gestion du nucléaire. La conférence de Messine, c'était une conférence qui s'est organisée en Italie et qui avait pour objet de travailler sur la CECA. Et après 2 journées, il y a eu une dernière soirée et c'est à ce moment-là on s'est dit, mais on peut aller beaucoup plus loin que la CECA et qu'on a lancé les premiers jalons de ce qui va être la communauté économique européenne et aussi de l'Euratom, parce qu'il faut quand même dire que le traité de Rome, c'est 2 traités, l'Euratom et la CE. Dès l'origine, dès le
traité de CECA, de Communauté Charbon-Acier, et bien sûr la CED et le marché commun, nous avions demandé aux Anglais de se joindre à nous. Les Anglais ont chaque fois refusé. Parce que, c'était leur principal argument, ils étaient liés dans le cadre d'un Commonwealth qui à l'époque était encore assez étroitement soudé, que ça les obligerait, on ne pouvait pas faire entrer l'Australie ou le Canada dans le marché commun européen. Par conséquent, ça aurait distendu les liens que l'Angleterre entretenait avec ses dominions. Donc l'Angleterre avait refusé, et puis elle était, comme elle est toujours, à cheval sur sa souveraineté nationale. Elle n'envisageait pas des délégations de souveraineté comme l'Europe en a comporté dès le début. Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie signent à Rome l'acte fondateur de la CEE, la Communauté économique européenne. Il est certain que le traité de Rome, le marché commun, et ce qui en a résulté, puisque le traité de Rome reste le traité fondateur, a constitué un changement, une étape, et je crois qu'il faut le dire, un progrès historique dans l'histoire de l'Europe. Pas oublier que jusque-là, jusqu'en 1945, l'Europe avait été l'épicentre de tous les conflits. Un deuxième traité donne naissance à la CEEA, la Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. Entré en vigueur le 14 janvier 1958, le traité de Rome est le seul traité de paix signé entre puissances belligérantes européennes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La CEE institue un marché commun préférentiel entre les pays signataires. Ce marché doit permettre d'opérer un rapprochement progressif des économies des pays membres, de favoriser une politique économique commune tant sur les scènes intérieures qu'internationales. Par la mise en œuvre d'une défense commune, il doit poser les bases d'une coopération militaire destinée à assurer la sécurité des États membres. La CEE se pose comme objectif l'amélioration constante de la qualité de vie et des conditions de travail des populations qui la composent. Elle doit renforcer l'unité des peuples des États signataires et créer des synergies interétatiques. Elle doit enfin faire tout son possible pour développer le progrès économique et social en Europe et assurer la prospérité des États concernés conformément à la Charte des Nations Unies. Les barrières douanières doivent disparaître entre les États membres de la CEE afin de faciliter les échanges commerciaux. La France a pu aborder l'élimination des tarifs, l'élimination des barrières douanières et des barrières contingentaires, parce qu'à l'époque, pour les importations, on pouvait importer des quantités déterminées, mais pas plus, c'était limité dans des contingents. Tout ça, le traité de Rome a prévu qu'on le balayerait, qu'on l'éliminerait. Et pour le faire, encore fallait-il que la France n'ait pas une inflation perpétuelle, ce qu'elle avait. Il fallait qu'elle n'ait pas dévalué tout le temps. Le général de Gaulle a dévalué en arrivant, mais après ça, ça n'était plus le cas. De sorte que, grâce aux réformes économiques mises en œuvre par le général de Gaulle, la France a pu appliquer le traité de Rome, affronter la concurrence de ses partenaires, notamment celle de l'Allemagne, dans d'excellentes conditions. Sauvegarder la paix et la liberté entre les États et appeler les autres États européens non signataires à s'associer à cet effort constituent deux autres de ses objectifs fondamentaux. Elle doit enfin veiller à réduire les disparités économiques entre régions développées et régions défavorisées. Pour mener à bien toutes ces missions, la CEE se dote de divers organes exécutifs. Le siège de la CEE est à Bruxelles, mais le Parlement européen se réunit à Strasbourg.
Le Conseil des ministres est composé de personnalités mandatées par les États membres. Ils décident de la politique et des orientations générales à suivre. Ils votent à l'unanimité les sujets importants et à la majorité qualifiée les autres sujets. La Commission européenne est formée de 9 membres indépendants des États. Elle est chargée de proposer et d'exécuter les directives du Conseil des ministres. Le Parlement européen ne dispose à l'origine d'aucun pouvoir réel. Il est avant tout un organe de contrôle émettant des avis consultatifs sur les applications possibles des décisions prises. Il est élu depuis 1979 au suffrage universel direct par les citoyens des pays membres. Enfin, la Cour de justice contrôle et juge les différends entre États ou entreprises tout en veillant au respect des traités signés par la CEE. Créée à l'initiative de la France et des Pays-Bas, tous deux fortement exportateurs de denrées agricoles, la PAC, ou Politique agricole commune, est mise en place dès 1962. La PAC, bien sûr, il faut aussi la comprendre dans le mouvement. En fait, dans les années 50-60, il y avait 20, 25, 30, 35, 40% de la population qui travaillait dans l'agriculture. Et dans ce cheminement vers une société, disons, plus industrielle d'abord et puis de services après, il y avait aussi une analyse, mais où est la main-d'œuvre? Et donc, cette extrême rationalisation qu'on a connue sur les derniers 50 ans et dont le principal moteur est la politique agricole commune, elle avait d'un côté cette idée de produire des aliments à moindre coût, et bien sûr l'autre c'était aussi de libérer en quelque sorte de la main-d'œuvre pour migrer dans les villes ou sur les sites industriels et aujourd'hui en fait dans l'industrie du service. Elle rencontre tout d'abord une forte opposition de la République fédérale allemande qui souhaite s'approvisionner en denrées bon marché auprès de pays tiers, mais l'idée finit par s'imposer. La PAC permet à la CEE de moderniser son agriculture. Toutefois, la lourdeur de sa gestion engendre de nombreux conflits. Les fameux montants compensatoires et les quotas sont ainsi la source de graves mécontentements pour les populations paysannes. Le second traité de Rome fonde la CEEA, la Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. N'oubliez pas qu'à l'époque, la France était à peu près le seul pays à avoir l'embryon d'une capacité nucléaire. Nous avions déjà des institutions, le CEA, nous avions commencé à nous engager dans ce secteur. Les autres pays, très peu, ou pas beaucoup, l'idée était qu'en mettant ces secteurs ensemble, on ne se heurterait pas à beaucoup d'opposition parce qu'ils étaient des secteurs naissants, il n'y avait pas encore de position acquise, de rivalité, de concurrence difficile à maîtriser. Et d'autre part que l'énergie nucléaire était appelée, il ne s'était pas trompé, Jean Monnet, à jouer un rôle très important dans la fabrication d'énergie à des fins civiles. La CEEA permet au nucléaire civil de rapidement se développer sans avoir recours à l'intervention ni à l'avis des militaires. Elle a pour but d'éviter les pénuries et de pallier les fluctuations des cours des énergies fossiles, en particulier ceux du pétrole. Les recherches menées par la CEEA permettent aussi l'implantation de nombreuses centrales nucléaires destinées à la production électrique. Par ailleurs, la CEEA est un organe civil de contrôle et de suivi des matières fissiles et des déchets radioactifs. Ce qui est bien dans Euratom, en quelque sorte, c'est les mécanismes de contrôle, surtout en fait, des flux d'uranium et de plutonium qui ont été à cette époque le régime au niveau mondial le plus strict et donc qui ont pu empêcher qu'il y ait de la prolifération et cette peur, notamment de la France, qu'en Allemagne, on pourrait construire un pont entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Au cours des années 60 et 70, la CEE renforce sa position sur la scène internationale et développe l'industrie, l'agriculture et le commerce entre ses pays membres. L'acte unique européen signé en 1986 modifie les traités de Rome et renforce les pouvoirs du Parlement européen.
La CEE est bientôt rejointe par 3 autres pays, ce qui porte à 9 le nombre de pays européens participants. Le traité signé à Bruxelles en 1973 permet ainsi au Royaume-Uni, pourtant opposé au départ à la CEE, au Danemark et à l'Irlande, de faire leur entrée. Tous les grands pays industriels de l'Europe de l'Ouest font désormais partie de la CEE. The British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European Community. La Grèce en 1981, sous l'impulsion de son président Constantin Karamanlis, puis le Portugal et l'Espagne en 1986 demandent à leur tour à entrer dans la CEE. Ces 3 nouveaux partenaires recentrent quelque peu vers le sud du continent l'axe de développement de la CEE et ouvrent de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives économiques. La communauté économique européenne compte alors 12 membres actifs, soit environ 320 millions d'habitants pour environ 2 millions de kilomètres carrés. L'Europe est devenue une grande puissance mondiale. C'est donc à 12 que la CEE se dirige vers l'élaboration de l'acte unique européen qui fédère définitivement l'Union européenne. Son objectif est d'accélérer la mise en place d'un marché intérieur, de renforcer les pouvoirs des organes institutionnels et d'élargir les compétences de l'Union européenne au domaine de l'environnement, de la politique étrangère et de la recherche technologique. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'éclatement du bloc de l'Est qui s'ensuit ouvrent la voie à de nouvelles perspectives d'élargissement. Avec l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède en 1995, c'est maintenant la quasi-totalité des pays européens, excepté l'ex-bloc de l'Est, qui fait partie de la CEE. Seule la Suisse, farouchement attachée culturellement à son indépendance, et la Norvège, ayant refusé par référendum d'entrer dans la CEE, manquent à l'appel. La communauté économique européenne compte alors 15 membres actifs. Huit ans seulement après la chute du mur de Berlin en 1997, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovénie, ainsi que Chypre, demandent à faire partie de la CEE. Ils sont bientôt suivis par 5 autres anciens membres du pacte de Varsovie, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Roumanie. L'année suivante, Malte fait également acte de candidature. En 2004, 10 de ces États sont intégrés à la communauté européenne. Puis, la Bulgarie et la Roumanie obtiendront leur droit d'entrée le 1er janvier 2007, ce qui portera à cette date le nombre de membres à 27. La Croatie et la Turquie sont en attente d'une éventuelle prochaine adhésion. La communauté européenne est désormais une entité supranationale, riche et influente, capable de rivaliser avec n'importe quelle puissance économique ou politique de la planète. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne. Après des études de droit et d'économie, il choisit une carrière dans l'administration. Membre en 1906 du parti du centre allemand, le Zentrum, il devient conseiller municipal puis maire de Cologne en 1917. Il est également président du Conseil d'État de la Prusse à partir de 1924. Il conserve ces 2 fonctions jusqu'en 1933 où son hostilité au nazisme lui fait perdre tous ses mandats. Il connaît d'ailleurs pour quelques mois l'emprisonnement en 1944. Après la guerre, il devient président d'un nouveau parti de la République fédérale allemande, le CDU, le Parti de la démocratie chrétienne allemande. Le 15 septembre 1949, il est élu chancelier de RFA, poste qu'il conserve jusqu'en 1963. À son initiative en 1955, l'Allemagne intègre l'OTAN. Enfin, en 1957, il fait entrer son pays dans la CEE, dont il est l'un des 6 membres fondateurs. Poussé à la démission en 1963 par son parti, lors de son 4e mandat de chancelier, il meurt le 19 avril 1967 à Rondorf, en Allemagne. Né le 3 avril 1881 dans la province autrichienne du Trentin-Haut-Adige, Alcide de Gasperi entre à l'université de Vienne en 1900. Il en sort docteur en lettres et philosophie.
Passionné par la vie politique, il devient en 1905 le directeur du journal La Voce Cattolica, organe d'expression du parti pro-italien de la région du Trentin. En 1911, il est élu député autrichien et prône l'entrée de sa province dans le giron italien. Élu député à la Chambre italienne en 1921, il préside par la suite le Parti Popolare, ancêtre de la future démocratie chrétienne. Opposé au parti fasciste de Mussolini, il est déchu en 1926 de son mandat de parlementaire pour être emprisonné jusqu'en 1928. Libéré, il se réfugie au Vietnam où il poursuit son combat pour une Italie libre tout au long de la Seconde Guerre mondiale. C'est au cours de cette période qu'il fonde la démocratie chrétienne. Le 9 mai 1950, il participe activement aux côtés du Français Robert Schuman à la mise en place de la CECA. Après avoir été président du Conseil italien sous 8 gouvernements successifs, il quitte ses fonctions gouvernementales en Italie pour ne plus garder que la direction de la démocratie chrétienne. Du 1er janvier 1954 jusqu'à sa mort le 19 août 1954, il est le deuxième président du Parlement européen. Né le 29 juin 1886 à Luxembourg, Robert Schuman est lorrain et donc allemand de naissance. Il faut dire que Robert Schuman, c'était un personnage assez original, parce qu'il était né allemand. Parce qu'évidemment, il était né à Metz, et Metz était, il était lorrain, et que l'Alsace-Lorraine était allemande jusqu'en 14. Donc il était né allemand, il avait un fort accent lorrain, enfin, et il avait fait ses études en Allemagne. Donc après, c'est un Français, et donc il a œuvré pour la réconciliation franco-allemande, parce que pour lui, il l'avait dans la peau, cette réconciliation franco-allemande. C'est un homme aussi assez original, parce que c'était un très grand chrétien, et qui ne s'est jamais marié, et actuellement il est en odeur d'ancienneté, c'est-à-dire qu'il y a un projet de béatification, Saint-Robert. Après des études de droit, il ouvre un cabinet d'avocats à Metz, ville dont il devient conseiller municipal en 1918. En novembre 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Lorraine redevient française, et Robert Schuman entre au Parlement en 1919 comme député de la Moselle. En 1936, il obtient la nationalité française et poursuit une brillante carrière politique en France. En 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés. Arrêté par les Allemands, il s'évade et rejoint la zone libre. À la Libération, il devient président du Conseil en 1947, puis ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952. C'est au cours de ce mandat que Robert Schuman prend en charge le dossier d'adhésion de la France au Pacte Atlantique en avril 1949. Le 25 mars 1957, les travaux de Robert Schuman pour une Europe unie aboutissent. En 1958, Robert Schuman est élu premier président du Parlement européen. Il le reste jusqu'en 1960. À la fin de son mandat, le Parlement européen lui décerne le titre de Père de l'Europe. En 1962, il se retire de la politique et meurt le 4 septembre 1963. La construction européenne s'est traduite par la mise en place d'une politique d'intégration et de convergence de plus en plus poussée qui a permis à ses membres de bénéficier d'avantages économiques incontestables. L'achèvement de l'union douanière le 1er juillet 1968 comportant la fin des barrières douanières intracommunautaires, la suppression des restrictions en matière d'importation et d'exportation ainsi que l'instauration d'un tarif douanier commun a donné une formidable impulsion à la production et aux échanges européens. De 1960 à 1973, la croissance économique de l'Europe est supérieure à celle des États-Unis. Depuis 1960, les échanges intracommunautaires connaissent un accroissement 3 fois plus rapide que ceux réalisés avec le reste du monde. En 1958, la CEE recevait un peu moins du tiers des exportations totales des pays membres. En 1990, elle en captait près des 2 tiers. Pour autant, l'inégale répartition des richesses entre États et régions a toujours été une réalité en Europe. Dès 1957, le principe de réduction des inégalités entre États membres est affirmé à travers l'objectif de convergence des économies. Le préambule du traité de Rome souligne ainsi que la communauté économique européenne se fixe pour mission d'assurer le développement harmonieux des économies des États membres en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés. Curieusement, aucune politique spécifique n'est alors prévue pour atteindre cet objectif.
Ce n'est que 30 ans plus tard, par l'acte unique européen signé en février 1986, que le principe de convergence sera officiellement inclus dans le dispositif du traité. Le Royaume-Uni, qui n'a pas souhaité en 1957 se joindre aux pays fondateurs de la CEE, décide de lancer en 1960 une organisation concurrente, l'AELE, ou Association européenne de libre-échange. Vous savez qu'au moment de la négociation du traité de Rome, il y avait un deuxième projet qui était un projet organisé par les Anglais, qui était l'AELE, et qui était un organisme de libre-échange. Outre la Grande-Bretagne, 6 autres pays y adhèrent: l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse. Mais la dynamique de la CEE convainc finalement l'AELE à rejoindre en 1992 la Communauté européenne et à signer un accord instituant un espace économique européen, EEE. La mise en place du marché unique en 1993 a levé les barrières douanières au sein de l'Europe, permettant la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes en supprimant les contrôles aux frontières communautaires. Seuls les contrôles de police pour lutter contre la criminalité et le trafic de drogue subsistent ponctuellement. En 1967, les institutions des 3 communautés européennes, CK, CEE et CEEA, fusionnent en créant une commission unique, un Conseil des ministres unique et le Parlement européen. Cette disposition est parachevée par l'acte unique européen signé à Luxembourg et à La Haye en février 1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987. Dû en grande partie à Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, l'acte unique modifie le traité de Rome afin d'accélérer l'intégration économique de la communauté et d'ouvrir la voie à la réalisation du marché unique. 300 directives sont ainsi adoptées pour mettre fin aux barrières physiques, politiques et fiscales, faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes en Europe. Par les accords signés à Schengen, au Luxembourg, le 14 juin 1985, 5 pays de l'Union européenne décident de créer entre eux un espace de libre circulation des personnes. L'espace Schengen, dont la convention d'application date de juin 1990, s'étend progressivement au territoire des États européens adhérents aux accords. En 2007, 9 des nouveaux États membres intègrent à leur tour l'espace Schengen. Désormais, la population totale des 24 États faisant partie de cet espace s'élève à plus de 400 millions de personnes. Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient pour leur part d'un statut particulier, dans la mesure où ils ont obtenu de ne participer qu'à une partie des dispositions Schengen, notamment en matière de coopération policière et judiciaire, ainsi qu'en matière pénale. Le traité de Maastricht, signé le 7 avril 1992, donne naissance à l'Union européenne. Celle-ci s'articule désormais autour de 3 piliers. Des institutions européennes qui permettent la mise en œuvre du marché unique et des politiques communes. Des actions communes dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité, et une collaboration entre les services de police et de justice dans le domaine de la sécurité intérieure. Maastricht, c'est quand même beaucoup aussi amélioration de la démocratie européenne avec un Parlement européen qui, jusqu'à cette époque, était plutôt un Parlement où on se rencontrait, mais un Parlement qui n'avait pas beaucoup de poids législatif. Avec Maastricht, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la codécision, donc la Commission européenne qui propose une loi européenne et le Parlement européen et les gouvernements des 15 et après des 27 qui décident sur cette législation. Le traité lance également l'Union économique et monétaire, qui doit conduire à la création d'une monnaie unique, l'euro, gérée par une banque centrale européenne. Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, le traité d'Amsterdam renforce les politiques de l'Union, ainsi que la place de celle-ci sur la scène internationale. Il adopte un pacte de stabilité et de croissance et donne des compétences nouvelles au Parlement, qui est désormais élu au suffrage universel direct.
Lancé en 1999 avec la fixation définitive de son taux de conversion avec les monnaies nationales, l'euro devient le 1er janvier 2002 la monnaie unique de 300 millions d'Européens, répartis dans 12 pays de l'Union européenne. L'euro, c'est un moyen d'émancipation par rapport au pouvoir financier des États-Unis. Et d'un autre côté, il faut se rappeler que dans les début des années 90, il y avait des énormes spéculations contre certaines monnaies nationales. Des gens comme Soros ont fait fortune en spéculant contre la livre sterling, contre le franc français, contre la lire italienne. Donc, il y avait une vraie fragilisation en fait des économies européennes parce que chaque fois que, par exemple, au moment où quand l'Italie allait un peu moins bien que les autres pays de l'Union européenne, les spéculateurs utilisaient en fait ce genre de petites failles pour s'engouffrer et spéculer. Et la spéculation, une spéculation qui faisait perdre beaucoup de substances, beaucoup d'argent aux économies européennes. Le franc disparaît officiellement le 17 février 2002. Outre la fin des problèmes de change, l'euro est destiné à faciliter les échanges et les investissements, ainsi qu'à renforcer l'emploi en Europe. À la suite de l'élargissement de 2004, l'idée se fait jour de doter l'Union européenne d'une constitution européenne qui irait au-delà des principes entérinés par le traité de Nice de 2001 et instituant une nouvelle répartition des voix détenues par les États au Parlement. Le projet de constitution, qui regroupe en les enrichissant les textes des différents traités fondateurs, est établi à partir de la fin 2001 par une convention sur l'avenir de l'Europe. Il est officialisé par le traité signé à Rome par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne le 29 octobre 2004. Ce traité constitutionnel aurait dû entrer en vigueur le 1er novembre 2006, ce qui n'a pas été le cas en raison de la victoire du non au référendum organisé par les Pays-Bas et la France. À la suite de cet échec, le texte de 2004 est remplacé par un traité modificatif dont le principe a été arrêté le 23 juin 2007 lors du Conseil européen de Bruxelles et dont le texte a été approuvé par le Conseil européen de Lisbonne le 19 octobre 2007. L'Europe se trouve depuis plus de 50 ans dans une phase de paix et de stabilité durable. L'Europe n'a jamais connu de son histoire 60 ans de paix comme elle les connaît depuis la fin de la dernière guerre. De 6, on est passé à 9, et de 9 à 12, et de 12 à 15, et de 15 à 25, et de 25 à 27. C'est ça aussi la force de cette Europe, c'est d'avoir progressivement connu un élargissement territorial et d'avoir aussi maintenu la paix sur le continent européen, à l'intérieur des frontières de cette Europe depuis 1945. Le traité signé à Rome en 1957 par les 6 membres fondateurs de la Communauté européenne n'y est pas étranger. La fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne de nombreuses conséquences qui vont refaçonner le monde. Le 26 juin 1945, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est créée. Elle compte 5 membres permanents, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine. La plupart des pays européens sortent du second conflit mondial extrêmement affaiblis et leur perte d'influence ouvre la voie aux mouvements indépendantistes favorables à la décolonisation. Le début de la guerre froide crée un climat difficile entre les États-Unis et l'URSS. Les États-Unis vont s'investir de plus en plus en Europe. C'est le plan Marshall lancé en juin 1947. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus communément appelée l'OTAN, est créée en avril 1949 par les États-Unis, le Canada et leurs alliés européens. Le 9 mai 1950, Robert Schuman présente un plan pour la création d'une Union de l'Europe. Oubliant des siècles de rivalité franco-allemande, les négociations aboutissent au traité de Paris le 18 avril 1951, qui crée la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schuman, De Gasperi et Konrad Adenauer sont les pères fondateurs de l'Europe. Les bases d'une nouvelle unité européenne sont jetées. Pour contrer l'OTAN, les pays du bloc de l'Est, à l'initiative des Russes, répliquent et créent le pacte de Varsovie. Suite à la conférence de Messine en 1955,
l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie signent à Rome le 25 mars 1957 l'acte fondateur de la CEE, la Communauté économique européenne. Un deuxième traité crée la CEA, la Communauté européenne de l'énergie atomique, plus connue sous le nom d'Euratom. Le siège de la CEE s'installe à Bruxelles, tandis que le Parlement européen siège à Strasbourg. La PAC, politique agricole commune, l'union douanière et la libre circulation des biens et des personnes vont être mis en place au fil des années. En 1973, le traité de Bruxelles permet au Royaume-Uni, au Danemark et à l'Irlande d'entrer dans la CEE. La Grèce en 1981, puis le Portugal et l'Espagne en 1986 demandent à leur tour à entrer dans la CEE. L'acte unique européen, signé en 1986, modifie les traités de Rome et renforce les pouvoirs du Parlement européen. En 1990, les accords de Schengen autorisent la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de la CEE et rendent quasiment inutiles les frontières nationales. Autriche, Finlande et Suède entrent dans la CEE en 1995. 8 ans seulement après la chute du mur, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovénie, ainsi que Chypre, demandent à faire partie de la communauté européenne. Ils sont bientôt suivis par 5 autres anciens membres du pacte de Varsovie: la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Roumanie. L'année suivante, Malte fait également acte de candidature. En 2002, la monnaie unique européenne, l'euro, remplace définitivement les devises nationales. Ich bin ein Berliner. Power that pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything. I have a dream.